Dans cette section, on va parler des nombres premiers. On commence par la définition. Soit n un entier naturel, donc toujours positif. N est un nombre premier si et seulement si n admet exactement deux diviseurs dans n, 1 et lui-même. Remarque, n admet exactement deux diviseurs dans n, donc 1 et n, équivalent, n admet 4 diviseurs dans z. 1, n, donc lui-même, moins 1 et moins n. Deuxième remarque, 1 n'est pas un nombre premier, parce que 1 admet un seul diviseur dans n qui est 1. Tout simplement parce que 1 et n seront confondus dans ce cas. Donc c'est pour ça que 1 n'est pas considéré comme un nombre premier. Soit P un nombre premier, on déduit que P est toujours supérieur ou égal à 2. Tout simplement, on sait que les nombres premiers appartiennent à n, donc les entiers naturels. Clairement, P ne peut pas être égal à 0 parce que 0 est divisible par tout nombre, elle a une infinité de diviseurs. 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 il a un seul diviseur, et donc on déduit que les P seront toujours supérieurs ou égaux à 2. Quelques exemples de nombres premiers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sont tous des nombres premiers. Et on peut vérifier ça facilement. Par exemple, 13 a deux diviseurs dans n. Donc 1 et 13. 17 de même. Remarquez bien que parmi ces nombres-là, il n'y a que 2 qui est pair. Tous les autres sont impairs. Et bien sachez qu'à part 2, tous les nombres premiers sont impairs. On peut démontrer ça facilement. Donc soit n un nombre pair et n différent de 2. Clairement, donc 1 divise n. 2 va diviser n parce que n est un nombre pair, donc par définition, il s'écrit comme 2k. Et n divise n, parce que par définition, tout nombre est divisible par lui-même. Et comme n différent de 2, donc on voit qu'il a plus de 2 diviseurs. Donc par définition, n ne peut pas être un nombre premier. Donc le seul nombre pair qui est premier, c'est 2. On peut le dire autrement, à part 2, tous les nombres premiers sont impairs. Passons maintenant à un théorème très important qu'on va appeler critère d'arrêt. Soit n un entier naturel, tel que n supérieur ou égal à 2, en d'autres termes, n entier différent de 0 et de 1. Si n n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier qu'on va noter p, tel que p inférieur ou égal à racine de n. Essayons de démontrer ce théorème. Donc soit petit n un entier naturel différent de 0 et 1, donc appartient à n moins 0, 1. Maintenant, on veut montrer que n est divisible par un nombre premier. Donc on considère D l'ensemble des diviseurs de n, et on veut montrer que D contient un nombre premier. Avant même de commencer la démonstration, on est tenté de dire que donc, le minimum de D sera premier. Tout simplement parce que si on considère un nombre pair, donc 2 c'est le plus petit diviseur, donc à part 1, donc si on oublie 1, le plus petit diviseur différent de 1 sera 2, parce que le nombre est pair. S'il est impair, ça sera soit 3, soit 5, soit 7. Donc on pense que donc, le plus petit élément de D sera un nombre premier. Pour être plus rigoureux, donc je rajoute dans n, donc D l'ensemble des diviseurs de n dans n. Donc on considère que les diviseurs positifs. Et comme je viens de dire, on n'est pas intéressé par 1 et n. Donc on considère que les diviseurs qui sont différents de 1 et n, et on veut montrer que le minimum sera un nombre premier. Donc je considère d étoile égale à d, donc l'ensemble des diviseurs, moins 1 et n. Maintenant, quand est-ce que d étoile est non vide? C'est quand n n'est pas premier. Parce que si n est premier, il n'admet que deux diviseurs qui seront 1 et n. Et dans ce cas, d étoile sera l'ensemble vide. On aura l'ensemble 1n moins l'ensemble 1n. Donc c'est rien du tout, c'est l'ensemble vide. On rédige, donc supposons que n n'est pas premier, parce que je rappelle dans le théorème, on suppose que n n'est pas premier, donc on déduit que d étoile sera différent de l'ensemble vide. Tout simplement parce que n aura plus de deux diviseurs. Et donc si on soustrait que deux diviseurs, il nous reste au moins un diviseur dans d étoile. Donc d étoile sera un ensemble différent de l'ensemble vide. Et comme d étoile est une partie de n, donc une partie de n non vide, donc le minimum de d étoile existe, comme on a vu dans les axiomes sur l'arithmétique. Et donc on va noter petit p, le minimum de d étoile. Maintenant, essayons de montrer que petit p est un nombre premier.
Donc la méthode la plus simple, on va montrer ça par absurde. On suppose que P n'est pas premier. L'idée maintenant, c'est de trouver un élément de D étoile qui est strictement inférieur à P. Et comme ça, on trouve la contradiction. Parce que P est le plus petit élément, on ne peut pas trouver un élément de D étoile qui sera inférieur strictement à P. Et ainsi, on déduit la contradiction. On a supposé que P n'est pas premier, on déduit que P admet un diviseur qu'on va noter D, tel que D n'appartient pas à 1 et P. Je rappelle, les nombres premiers sont les nombres qui ont deux diviseurs. Et donc, si on suppose que P n'est pas premier, alors il admettra plus de deux diviseurs. Et donc, il existe un D qui divise P tel que D différent de 1 et P. Clairement, D divise P et P différent de 0, on va appliquer la propriété, on déduit que D sera inférieur ou égal à P, parce que D et P sont positifs. Rappelez-vous, dans la propriété, on dit si on a D divise P et P différent de 0, on a la valeur absolue de D inférieure ou égale à la valeur absolue de P, et comme D et P sont positifs, on déduit que D inférieur ou égal à P. Et comme D n'appartient pas à un P, donc D différent de P, on déduit que D sera strictement inférieur à P. Implique, donc D sera strictement inférieur au minimum de D étoile, parce que je rappelle petit p est le minimum de D étoile. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que D appartient à D étoile. Et pourquoi D appartient à D étoile? On a D divise N, car la division est transitive. Quand D, parce qu'on sait que D divise P et P divise N, donc D divise N. On a D différent de 1, tout simplement parce que D, on a pris D n'appartient pas à un P. Et on a aussi D inférieur strictement à P, d'accord? Et P est strictement inférieur à N, parce que P divise N et P appartient à D étoile, donc différent de N. Donc on déduit que D sera différent de N. Donc on a D est un diviseur de N, différent de 1 et différent de N. Donc D appartient à D étoile. Et on ne peut pas avoir un élément de D étoile qui sera strictement inférieur au plus petit élément de D étoile. Donc on déduit que P est premier. Parce que je rappelle, on a supposé que P n'est pas premier. On a trouvé une absurdité. Donc on déduit que P est premier. Essayons maintenant de montrer la deuxième partie du théorème, que P est inférieur ou égal à racine de n. Donc on a trouvé que P, qui est le minimum de D étoile, est un nombre premier. On vient de démontrer ça. On a P appartient à D étoile, donc P est un diviseur. Donc P divise n. Donc il existe un Q appartient à n, parce que je rappelle, n et P, tout le monde est positif. Donc Q sera positif, tel que n égale à P fois Q. Clairement, on a P est différent de 1 et n, n'appartient pas à 1 et n. Donc on déduit que Q est différent de 1 et n. C'est très simple, parce que si Q égale à 1, regardez bien, si Q égale à 1, P égale à n. Absurde. Si Q égale à n, donc donc P égale à 1. Absurde, parce que je sais que P est différent de 1 et n, donc par définition, Q sera aussi différent de 1 et n. On déduit que Q appartient à D étoile, parce que Q est un diviseur de n, parce que regardez, Q fois P égale à n. Donc si P divise n, Q divise n. Donc Q est un diviseur de n qui est différent de 1n. Donc Q appartient à D étoile. On déduit que Q sera supérieur ou égal à P, parce que je rappelle, P est le minimum de D étoile, le plus petit élément. Donc si Q appartient à D étoile, il doit être supérieur ou égal au plus petit élément de D étoile. Donc maintenant, si je multiplie par P, P est positif, donc le sens, on va le garder. Donc Q fois P sera supérieur ou égal à P fois P, qui est P au carré. Et P fois Q égale à N, donc N sera supérieur ou égal à P au carré. Et par conséquent, P sera inférieur ou égal à racine de N. Parce que tout le monde est positif, la fonction racine est croissante, donc P sera inférieur ou égal à racine de N. Ce théorème est très important, vous devez l'apprendre par cœur et on verra tout de suite une application de ce théorème. Tout entier naturel non premier, donc supérieur ou égal à 2, admet un diviseur premier inférieur ou égal à racine de n. Passons maintenant à une application très importante du critère d'arrêt qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Supposons qu'on cherche les nombres premiers compris entre 2 et n. Parce que je rappelle, les nombres premiers sont tous supérieurs ou égaux à 2. La première chose qu'il faut faire, c'est calculer racine de n. Après, il faut éliminer tous les multiples de 2 sauf 2. C'est-à-dire éliminer 4, 6, 8, 10, ainsi de suite jusqu'à n. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on élimine tous les multiples de 3 sauf 3. C'est-à-dire 6, 9, 12, ainsi de suite, jusqu'à n. Et on continue jusqu'à éliminer tous les multiples des nombres qui sont inférieurs à racine de n.
Une fois qu'on a fait ça, tous les nombres non éliminés sont alors premiers. Considérons l'exemple suivant pour appliquer d'accord, le crible d'Ératosthène. Donc on cherche les nombres premiers inférieurs à 20. La première chose qu'il faut faire, c'est écrire la liste des nombres compris entre 2 et 20. On sait que 20 est compris entre 16 et 25, et donc comme la racine est une fonction croissante, on a 4 sera inférieur à racine de 20 et inférieur à 5, parce que racine de 25 égale à 5, racine de 16 égale à 4. On déduit, donc racine de 20 sera quelque part strictement entre 4 et 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tous les multiples de 2 sauf 2. Donc, en d'autres termes, il faut éliminer tous les nombres pairs. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Tous ces nombres sont multiples de 2. On passe maintenant aux multiples de 3. Donc éliminer tous les multiples de 3 sauf 3. Donc le premier, ça va être 6, déjà éliminé. Après 9, après 12, déjà éliminé. Après 15, après 18, déjà éliminé. Et c'est bon. Passons maintenant à 4, donc 4 déjà éliminé. Et c'est bon, on arrive à racine de 20. Selon le crible d'Ératosthène, tous les nombres qui sont restés sont premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 sont tous des nombres premiers. Essayons maintenant de démontrer donc, cette application. Donc, il suffit d'utiliser le théorème du critère d'arrêt. Pourquoi il faut s'arrêter à racine de n? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tous les nombres qui ne sont pas éliminés, d'accord? Ils seront premiers. Raisonnons par absurde, soit A, un nombre non éliminé, d'accord? Donc, un nombre qui est resté, et on suppose que ce nombre-là n'est pas premier. On va raisonner par absurde. Donc, A est là, A inférieur à n. Donc, racine de A sera inférieure à racine de n, parce que la racine, je rappelle, est une fonction croissante. Comme A est un nombre non premier, en appliquant ce théorème, il admet un diviseur tel que P, donc un diviseur premier tel que P inférieur ou égal à racine de A. Donc A est là, donc il y existe un nombre premier inférieur à racine de A, tel que ce nombre-là, donc qu'on appelle D, divise A. D divise A, en d'autres termes, A est multiple de D. Ce qui est absurde, parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait dans le crible d'Ératosthène? Donc on élimine les multiples de tous les nombres qui sont inférieurs à racine de n. Et comme on est là, D est là, donc on a déjà éliminé tous ces multiples, donc tous les multiples de D différents de D, et donc on avait déjà éliminé A. Donc ce qui est absurde, parce que moi, A est un nombre non éliminé. On déduit alors que A est premier. Maintenant, à quoi sert le crible d'Ératosthène? Eh bien, ça sert à réduire le temps de calcul. Au lieu de vérifier tous les nombres qui sont inférieurs à n, on vérifie les nombres qui sont inférieurs à racine de n. Si n égale à 100, donc il suffit d'aller jusqu'à 10. Si n égale à 10 à la puissance 4, il suffit d'aller jusqu'à 100. Vous connaissez l'allure de la fonction racine et la fonction n, donc n est racine de n, et on voit clairement l'importance du crible d'Ératosthène quand n est très grand, parce que cette différence tendra vers plus l'infini. Clairement, quand n est très grand, on ne va pas faire ça à la main, mais on va écrire un programme Python, donc qui va vérifier à notre place. Et un programme pertinent, c'est celui qui se fait rapidement. On n'a pas envie d'attendre des heures pour vérifier, pour trouver les nombres premiers qui sont inférieurs à n. Donc on pense toujours au temps de calcul. Et donc clairement, le temps de calcul en utilisant le crible d'Ératosthène est de l'ordre de racine de n, qui est une très bonne optimisation par rapport à n. Passons maintenant à un théorème très important. Il existe une infinité de nombres premiers. Essayons de démontrer ce théorème. Déjà, la méthode la plus simple pour démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers, c'est démontrer par absurde. Donc on suppose que les nombres premiers, l'ensemble des nombres premiers est fini, et après il faut chercher une absurdité quelque part. On commence la rédaction. Supposons que l'ensemble des nombres premiers est fini. On note, donc P sera cet ensemble, P1, P2 jusqu'à Pn, l'ensemble des nombres premiers. Comme on vient de démontrer, on a quel que soit i entier naturel entre 1 et n, Pi sera supérieur ou égal à 2. Les nombres premiers sont toujours supérieurs ou égal à 2. Maintenant, comment peut-on procéder? Je rappelle, on est en train de chercher une absurdité quelque part. On a supposé que cet ensemble est fini
Et comme on a vu dans les sections précédentes, tout ensemble fini admet un minimum et un maximum. On suppose que P1 est le minimum, d'accord, et Pn est le maximum. Maintenant, comment on peut procéder? Donc, on a supposé que l'ensemble est fini. Donc, une conséquence sera, si je prends un nombre qui sera supérieur au maximum, alors par définition, il ne sera pas premier. Parce que s'il est strictement supérieur au maximum, donc il n'appartient pas à P, donc il n'appartient pas à l'ensemble des nombres premiers, donc il ne sera pas premier. Donc je pose Pn, le maximum de P, et j'essaie de construire un n qui sera supérieur à tous les pi. Donc je prends par exemple n égale à Pn plus 1, et on verra est-ce que ça va marcher. Donc ce n-là, il sera supérieur à P, il sera supérieur au maximum, donc n'appartient pas à P, donc n'appartient pas à l'ensemble des nombres premiers. On rédige n strictement supérieur au maximum de P implique n n'appartient pas à P, ce qui est équivalent à n n'est pas premier. Selon le critère d'arrêt, donc le théorème qu'on vient de démontrer, n admet un diviseur premier P, donc on va noter P, donc P appartient à l'ensemble P, l'ensemble des nombres premiers. Parce que qu'est-ce qu'il dit le critère d'arrêt? Tout nombre non premier admet un diviseur premier qui est inférieur ou égal à racine de n. On peut écrire ça autrement, donc il existe un i appartient aux entiers naturels compris entre 1 et n, tel que pi divise n. Donc l'un des pi là, d'accord, divise grand n. Le problème dans n qu'on a construit, il n'y a pas pi. Donc on a pris n égale à pn plus 1, mais nous, en fait, on sait qu'il y a un pi qui divise n, donc on aurait préféré avoir un pi quelque part ici. Parce que si on a pi, donc comme pi divise n et pi divise pi qui sera là, donc pi divise la combinaison linéaire, donc il va diviser n moins pi, donc il va diviser 1. Et on retrouvera une absurdité quelque part. Et comme on n'est pas sûr de quel pi on parle, parce qu'on dit il existe un i tel que pi divise n, on va considérer grand N égale à P1 fois P2 fois Pn plus 1. Clairement, grand N sera toujours supérieur au max de P, parce que je rappelle que les PI sont tous supérieurs ou égal à 2, et donc clairement, N sera supérieur à tous les PI. Par construction, c'est très simple. Et donc, on va tout garder, donc N appartient à P, donc on va garder en fait le même raisonnement avec ce grand N là. Donc il existe un I tel que PI divise N, et clairement PI va diviser ce produit. On écrit, donc on a PI va diviser le produit, parce que PI sera quelque part dans ce produit. Donc PI divise N moins le produit, parce que en fait PI divise toute combinaison linéaire de N et ce produit-là. Et on sait que par construction, N moins ce produit égale à 1. Donc PI divise 1 implique PI inférieur ou égal à 1, ce qui est absurde parce qu'on sait que PI sera supérieur ou égal à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette démonstration? Pour montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers, c'est beaucoup plus simple de montrer ça par absurde. Donc supposer que l'ensemble est fini. Deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est tout ensemble fini admet un minimum et un maximum. Et donc pensez toujours à construire donc tout nombre qui sera supérieur au maximum, il n'appartient pas, et tout nombre qui sera inférieur au minimum ne va pas appartenir à l'ensemble des nombres premiers. Et il faut chercher une absurdité quelque part. Pourquoi ici on a pensé à n, donc un nombre qui sera supérieur au maximum, plutôt de considérer un nombre qui sera inférieur au minimum? Tout simplement parce qu'on cherche une infinité, donc les nombres seront à droite, donc beaucoup plus grands. Donc il faut construire quelque chose qui soit supérieur au maximum et déduire facilement, donc si elle est supérieure au maximum, elle n'appartient pas à P. Maintenant, pour être honnête, le choix de P1 de ce produit plus 1 n'est pas évident. Mais le fait de savoir qu'il y a un PI quelconque, d'accord, qui sera impliqué, parce que là on dit qu'il existe un PI tel que PI divise N, donc tout de suite vous devez penser à un N qui sera en fait, qui va impliquer tous les PI. Donc il faut construire N à partir de tous les PI, parce qu'on n'est pas sûr de quel PI on parle. Clairement, on ne va pas utiliser la somme des PI, parce qu'on veut que toute cette formule soit divisible par PI, donc tous les PI, donc la façon la plus simple, c'est faire un produit. Et quelle est l'absurdité qu'on peut chercher? On a PI supérieur ou égal à 2. Donc il faut trouver un PI inférieur à 2, donc PI qui divise 1 par exemple. Donc on sait que PI divise N, PI divise le produit, donc PI va diviser la combinaison, il va diviser 1, et on trouve une absurdité. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est apprendre ce genre d'astuce
et apprendre aussi ce genre de construction. Parce que souvent, vous savez, les exercices, c'est juste une combinaison de démonstrations différentes. Et donc, il se peut que vous allez construire quelque chose, donc vous pouvez penser par exemple à produit plus un ou ça dépend de l'exercice. Mais au moins, vous avez une base. Donc, partir d'une base, c'est toujours plus simple. Il faut tout le temps s'inspirer de quelque chose. Et donc, on s'inspire des démonstrations et des astuces utilisées pour démontrer les théorèmes et les propriétés.